mes amis, mes collègues, Monsieur le ministre Abdeslam Siddiqui, de nous rejoindre, professeur Mohamed El Mazouz, Monsieur Naïm Kamel, Monsieur Abdallah Ben Smaïn, le professeur Jérôme Valui, Madame Mahjoub, Merci beaucoup. Chers collègues, chers étudiants, nous continuons par ce quatrième panel qui est dédié à l'intelligence artificielle et la question de nos valeurs communes, faits et défis. Et il y a là presque un jeu de mots, mais c'est un jeu de mots très significatif. Parce que souvent, l'intelligence artificielle, elle est associée aux fake news, elle est associée à tout ce qui est transformation de la réalité par la fiction, par ce qu'on appelle la réalité augmentée. Et dans ce panel, justement, nous allons aborder cet aspect sous plusieurs angles, sous plusieurs dimensions. Et nous avons avec nous le professeur et ex-ministre de l'Emploi, c'est Abdeslam Siddiqui, qui est très connu par ses analyses économiques qu'il publie souvent, aussi bien dans les journaux que dans les revues spécialisées, que sur les réseaux sociaux, où il analyse la situation économique du pays, les réalités, les perspectives, les problèmes, etc. Nous saluons chez lui un analyste très fin, très à l'écoute de ces réalités-là. Nous avons également avec nous l'une des plus belles plumes du Maroc. Je le dis honnêtement et sincèrement, il s'agit en l'occurrence de Naïm Kamel, parce que chacune de ces phrases est une véritable chorégraphie. Chacune de ces tirades est une composition musicale. Mais ce n'est pas le seul aspect qui me plaît chez lui et chez beaucoup de lecteurs, cette finesse, cette rhétorique qui est devenue très rare aujourd'hui, mais également ses analyses percutantes, fortes, et il n'a pas hésité à réagir souvent lorsque l'image du Maroc est malmenée, lorsque l'image du Maroc est entachée par certains aventureux qui prétendent dire la réalité sur le Maroc. Souvent, il réagit avec virulence, mais aussi avec perspicacité. Nous saluons chez lui ce regard qui n'est pas tendre, d'ailleurs, même à l'égard de ses compatriotes, quand ils dérapent, quand ils se mettent dans la faute, quand ils se hasardent à vouloir dire la vérité, alors qu'en fait, ils ne disent que des mensonges. Merci de nous faire plaisir d'être parmi nous, Naïm Kamel. Nous saluons chez vous un grand journaliste. Il est le directeur de Quaid MA et je vous invite à le lire pour les qualités que je viens de souligner, c'est-à-dire cette rhétorique, cette chorégraphie de l'écriture et puis cette finesse dans l'analyse, ce regard percutant et perspicace. Nous avons également parmi nous Madame Rodi Kratsa Tsagaropoulou, donc qui nous vient de la Grèce, qui nous est très chère parce que la Grèce, comme je l'ai dit hier, est fondatrice de la civilisation humaine, pas uniquement de la civilisation méditerranéenne. Nous devons à la Grèce la grande philosophie, Platon, Aristote, les stoïciens, et qui continue jusqu'à aujourd'hui dans le retrait, dans la discrétion, d'apporter une voix sensible dans l'écoute de la Méditerranée. Merci d'être parmi nous. Nous savons que vous jouez également un rôle très important au niveau politique, au niveau diplomatique, au niveau de l'Union, justement, du Parlement européen. Et je me tourne vers Madame Mahjoub, qui nous vient de la Tunisie, la verte,
Madame Mahjoub, c'est la deuxième fois qu'il vient chez nous parce qu'il était chez nous dans le cadre de notre master, gestion des conflits, où il a brillé par la qualité de ses cours, de ses séminaires, de ses masterclass, et nos étudiants ont trouvé en elle le professeur qui est à l'écoute des réalités, aussi bien telles qu'elles se présentent aujourd'hui dans leur aspect conflictuel, que dans l'effort qui est fourni par notamment l'élite intellectuelle maghrébine pour qu'il règne au niveau de notre région la paix et la coopération. Nous avons un absent, malheureusement, M. Abdeslam Ben Abdelali, mais qui m'a envoyé son texte qu'on va lire. Nous avons également avec nous un professeur qui nous est très cher parce qu'il appartient à une université qui est partenaire, qui est associée à nous, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. C'est M. Jérôme Valluy, qui est l'un des premiers à avoir amorcé à la fois les études dans le domaine du numérique et maintenant, par ses réflexions, par ses analyses en ce qui concerne l'intelligence artificielle, parce qu'il associe les analyses sociopolitiques, les analyses politiques, justement à ces instruments, à ces outils qui deviennent aujourd'hui indispensables. On ne peut pas comprendre les enjeux politiques, toutes les conflictualités qui se dessinent aujourd'hui et qui vont marquer l'avenir de l'humanité sans faire appel justement à l'intelligence artificielle. Il le fait avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup de pertinence. Merci Jérôme, on est très content, très fiers que tu sois parmi nous. أيها الحضور الكريم، نلتقي في هذه الجلسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي في مواجهته لكثير من التحديات والأحداث التي الآن تشكل منعطف بالنسبة للحضارة الإنسانية. فالذكاء الاصطناعي يسائلنا على أكثر من مستوى، وأشكر كل الداعمين لهذا الملتقى الهام، لأن كما قلت بالأمس بأن ما يهمنا في هذه الندوة وهو أن نأتي بالجديد، أن نأتي بقيمة مضافة، لا أن نكرر ما قمت به كثير من الندوات. وقلت بالأمس علينا أن نفكر فيما هو غير مفكر فيه داخل الذكاء الاصطناعي. Repenser l'IA à partir de ces impensés. Moi, je pense que c'est là le défi de ce forum-là, de cette rencontre, et mes collègues vont pouvoir également apporter chacun, selon son prisme, un avis sur la question. Je donne tout de suite la parole à Sir Abdeslam Siddiqui en l'invitant. Moi. 7 minutes, 5 minutes, mes amis. Je prends 5 minutes. Merci beaucoup. Merci, cher ami, pour cette présentation. Mesdames et messieurs, c'est toujours pour moi un honneur d'intervenir dans cette belle université parce qu'il m'inspire. Quand on vient faire un exposé ou une conférence, on est au départ inquiet, mais dès qu'on y est, on a l'inspiration. C'est extraordinaire. Je vous remercie, Monsieur le Président, de nous avoir donné cette opportunité. Je ne vais pas parler en tant que spécialiste de l'intelligence artificielle, loin de là. Je peux même vous dire, si ça peut vous... Je l'utilise rarement. Pour paraphraser une célèbre phrase de Clémenceau qui disait que la question militaire est tellement importante qu'il ne faut pas la laisser aux mains des militaires. Je dirais, la question de l'intelligence artificielle est tellement importante qu'il ne faut pas la laisser au nom des techniciens et des spécialistes de l'intelligence artificielle. Et égard à son impact dont on a parlé tout au long de la journée d'hier, j'ai très peu de choses à ajouter par rapport à ce qui a été dit. Je vais essayer quand même d'introduire quelques éléments
nouveau en toute modestie. Avant d'écrire mon article, j'ai interrogé l'intelligence artificielle en leur disant, au cours de 5 dernières années, combien il y a eu de publications en livres et en articles. Le chiffre est faramineux. C'est des millions. Chaque année, les statistiques sont là. Vous pouvez les avoir en posant la même question. Entre 2017 et 2022, en moyenne, au total, il y a eu 1,2 million d'articles. Donc, c'est quelqu'un un chercheur qui veut faire de la recherche sur l'intelligence artificielle, c'est pratiquement impossible. Parce qu'on peut bien lire quelques articles ici et là, des ouvrages, etc., mais la masse nous échappe. C'est pour cela qu'il y a des contradictions au niveau des points de vue différents. On n'est pas en mesure de cerner la problématique. Et les publications, là ça m'a étonné, la Chine arrive en premier lieu, suivi par les États-Unis. Les pays de l'Union européenne, pratiquement, ils sont presque inexistants. Donc c'est un problème vraiment sino-américain. Le tiers-monde, le sud global, il a une participation qui est insignifiante. Alors pour moi, pour faire vite, il y a une vision optimiste qui a été exposée hier sur les bienfaits de l'intelligence artificielle en matière de création de richesses, en matière d'amélioration des productivités, son rôle dans l'éducation, et là je crois l'éducation, ça va être transformé totalement. Normalement, les méthodes pédagogiques doivent s'adapter si on veut que les élèves, la jeunesse, s'accaparent, maîtrisent les éléments de l'intelligence artificielle. Il faut revoir la méthode d'enseigner. Et la médecine, malheureusement, je n'ai pas assisté à la session d'hier où il y a l'intervention des médecins, mais je crois que par l'intelligence artificielle, on peut dépasser au moins deux difficultés. Le manque de ressources humaines et le fait de toucher ce qu'on appelle les déserts médicaux. Mais il y a des risques. J'ai lu, il y a des risques énormes. Parfois, des médecins qui se basent sur l'intelligence artificielle, ils donnent des ordonnances aux malades qui ne correspondent pas tout à fait à ce qu'il faut donner. Donc, on ne peut pas faire confiance aveugle à l'intelligence artificielle. Il faut toujours revenir à la raison. Quand je lis quelque chose, je dois savoir. Il faut que. Moi, je suis un penseur. Quand on pense, on ne peut pas prendre tout au premier degré. Il faut analyser, séparer. Faire. Donc tout cela, c'est bon. Là où il y a le problème, au niveau de l'emploi. Hier, on a entendu beaucoup de choses. D'après les statistiques disponibles, la balance est relativement positive. Autrement dit, les emplois créés dépassent de loin les emplois perdus. Et là, ce n'est pas nouveau. On a connu ça lors de la révolution industrielle, lors de la révolution numérique. C'est un peu la thèse de Schumpeter de la destruction créatrice. On détruit des emplois, mais on en crée d'autres. À supposer même qu'il y ait beaucoup de pertes d'emplois. Il y a moyen de trouver des solutions. Ce qu'on appelle le partage du travail. Et laisser aux gens le maximum de temps libre. Parce que, malheureusement, dans les sociétés modernes qui sont soumises aux critères de compétitivité et de la concurrence, les travailleurs souffrent. Ils passent leur temps à travailler. Ils travaillent sans vivre. Alors que normalement, on travaille pour vivre et non pas... Alors là, on a inversé. On vit pour travailler. C'est ce qui est incompréhensible. Moi, personnellement, je ne peux pas passer toute ma vie à travailler. Je dois quand même vivre.
et travailler en conséquence. Et je travaille pour vivre. Cette équation doit être inversée. Et je crois que l'intelligence artificielle nous donne cette possibilité-là. Parce qu'on va augmenter la productivité, on va produire suffisamment de richesses, et donc les gens auront du temps libre. Mais pour ce faire, il faut un nouveau modèle de développement. Il faut qu'il y ait un partage de richesses. Or, l'intelligence artificielle n'a fait que développer la polarisation, la concentration des richesses. Un chiffre, pour prendre les seniors de la tech, leur capitalisation boursière, c'est des dizaines de milliards de dollars. Leur bénéfice annuel, c'est 600 millions de dollars, soit l'équivalent de 4 fois notre revenu national du Maroc, soit l'équivalent du revenu national de la Belgique. C'est énorme. C'est énorme. Donc, l'intelligence artificielle obéit au problème de l'argent, ni plus ni moins. C'est sûr que c'est une technique, on peut s'en servir. Mais ce qui nous inquiète le plus, c'est l'usage de l'intelligence artificielle dans la guerre. On le voit actuellement dans la guerre contre l'Iran. Comment, par quels moyens on a éliminé le dirigeant iranien le 28 février, c'est grâce à l'intelligence artificielle. On suit les gens, on sait où est-ce qu'ils se trouvent, et puis finalement, ça touche à la liberté fondamentale des personnes. Je crois que nous tous, nous avons perdu notre liberté. On peut être suivi, et grâce à un smartphone, on peut être suivi là où nous sommes, on peut savoir ce qu'on fait dans la vie, et finalement, beaucoup d'auteurs parlent d'esclavage moderne. On est esclave, mais d'une autre façon, dans la mesure où vous n'êtes pas libre. Vous êtes toujours suivi. La connaissance faciale, c'est une atteinte à la liberté des gens. Ça, c'est des dérives qui sont dangereuses. Et la dérive fondamentale aussi, c'est la transformation de l'être humain à travers le plaquage pratiquement, l'être humain, la moitié c'est un homme, la moitié c'est une machine. Et c'est très grave, parce qu'on va perdre le sens de l'humain. Et là, nous sommes interpellés, toutes les forces vives sont interpellées pour y mettre fin. Le progrès technologique est une chose, on ne peut pas le remettre en cause, mais il y a des limites à tout. Je voudrais, pour vous lire un petit passage en conclusion. C'est le suivant. Au terme de ce panorama sur l'intelligence artificielle, une question nous taraude. Ne serions-nous pas en train de tuer la science et valoriser la technique? L'intelligence artificielle ne participe-t-elle pas à cette entreprise destructrice qui a l'aval de certains présidents, en premier lieu Trump, qui a marginalisé les instituts scientifiques, les scientifiques et les instituts de recherche? En tuant la science, on donne un coup de massue aux valeurs humaines. Quand on voit dans quelles conditions et avec quel acharnement et sacrifice le projet de l'encyclopédie française a été élaboré au XVIIIe siècle et que nous rappelle par certains côtés, je crois que notre ami Azzouzi n'est pas là, par certains côtés, l'œuvre magistrale réalisée par notre collègue Azzouzi, président de la chaire des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations, consistant à traduire le Coran au français, on est consacrant pratiquement 10 années de travail. 10 années de travail. Il y a lieu de se poser des questions sur le fast-food
intellectuel auquel nous assistons aujourd'hui. Il y a des gens qui publient des ouvrages pratiquement en une semaine, un mois, ils publient un ouvrage. C'est ce que j'appelle le fast-food intellectuel. Nous sommes bombardés quotidiennement par des milliers de publications dont on n'arrive pas à discerner le vrai du faux, ce qui relève de la connaissance scientifique et ce qui relève de la manipulation. Selon le rapport du Forum économique mondial, intitulé Global Risk en 2024, au cours des 10 prochaines années, on y est déjà, la désinformation sera le risque le plus grave auquel l'Occident sera confronté. Dépassant les guerres, la polarisation sociale, les crises ou même le changement climatique. L'une des conséquences les plus immédiates et les plus terrifiantes de l'intelligence artificielle est que son utilisation généralisée pourrait signifier la fin de la vérité. Ce serait une tragédie dans l'histoire de l'humanité. En parlant de l'encyclopédie et de ses auteurs, le plus prolifique d'entre eux est sans contexte le chevalier Louis de Jaucourt, un aristocrate érudit et polyglotte, médecin de formation, celui qui se décrit lui-même comme un homme né sans besoin, sans désir, sans ambition, sans intrigue. Ayant choisi l'obscurité de la vie audacieuse, il a rédigé environ 1700 articles sur des sujets variés, soit plus d'un quart de l'œuvre encyclopédique. Son dévouement est sans faille au projet se double de grand courage intellectuel, exprimé notamment dans les articles concernant l'esclavage qu'il condamne avec fermeté rare pour son temps et son milieu. Ce sont des hommes pareils qui font l'histoire et dont nous avons besoin, et non les spéculateurs de la Silicon Valley, dont la motivation principale est l'accumulation de richesses et de faire les gouvernements à leur goût. Il est temps, à mon avis, de lancer un appel solennel aux scientifiques pour leur dire, scientifiques de tous les pays, unissez-vous. Et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Sir Abdeslam. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ces propos très sages et en même temps très significatifs sur la position à prendre aujourd'hui face à ceux qui veulent manipuler l'IA pour leur propre profit. Monsieur le ministre, vous avez mis en évidence, me semble-t-il, 2 points importants. Le premier point, c'est que le progrès est aujourd'hui devenu aliénant. Il a aliéné l'homme de sa liberté, il a aliéné l'homme de son bonheur, et que peut-être, grâce au concours de l'IA, l'homme a la possibilité de retrouver du temps pour lui-même, du temps qu'il peut exploiter pour son bien-être, pour son propre bonheur. Effectivement, les philosophes existentialistes, déjà dans les années 60, avaient attiré l'attention sur les dangers du progrès. Vous vous rappelez cette expression qui était très évocatrice et très révélatrice à l'époque, c'est-à-dire dans les années 60, 70, métro, dodo, boulot. Toute la vie de l'homme se ramène à ces 3 choses-là. Donc, ce qui enlève à l'homme toute liberté de vivre. Donc, peut-être que c'est une chance et qu'il ne faut pas accuser l'IA d'être un petit peu responsable de ce qui nous arrive. En fait, c'est le progrès qui a généré cette aliénation pratiquement généralisée. Deuxième chose qu'il Monsieur le ministre a souligné, c'est l'importance qu'il faut donner à la revalorisation de la science, parce que la science aujourd'hui est combattue un peu partout par
les défenseurs de la politique néolibérale, de la marchandisation, de la connaissance, etc. Aujourd'hui, il faut que les scientifiques reprennent la main pour que, effectivement, la science puisse elle-même exercer l'effet souhaité et l'orientation à donner à l'IA dans son rôle, aussi bien pour la civilisation humaine que pour le futur que nous voulons pour l'humanité. Merci beaucoup encore une fois, Seb Slam. Je voudrais donner la parole à Sinaïm Kamel, notre brillant journaliste, je dirais écrivain, un petit peu à la manière de Barthes, pour les qualités que j'ai soulignées tout à l'heure. J'aimerais d'abord remercier mon ami le professeur Abdelrahman Tenkoul pour tous les mots gentils qu'il a eus pour moi. Et je crois sincèrement que son amitié de longue date pour moi a fait qu'il a amplifié mes qualités et complètement oublié mes défauts. Avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais dire une chose que je constate même dans cette salle avec les nouvelles technologies, c'est que quand je vois le nombre de gens qui, en face de moi, sont en voyage dans leur téléphone, je me dis que peut-être, pour relier tout ce qui vient d'être dit sur le métro bobo dodo, que peut-être l'une des premières victimes de la technologie moderne, c'est l'écoute. Et c'est cette manière d'être ensemble, mais tout seul. Pour revenir, je crois que tout au long de ces 2 jours, beaucoup de choses ont été dites sur l'intelligence artificielle, ses apports, ses risques et ce qu'elle peut provoquer comme rupture au sein de la société. Je vais donc essayer de résumer pour ne pas être répétitif et revenir sur ce qui a été déjà dit. Donc je résume, la première des choses, et pour moi le premier constat, c'est que l'intelligence artificielle, depuis qu'elle est sortie, depuis que le chat GPT a la mise il y a à peu près moins de 2 ans ou 2 ans peut-être sur le marché, elle fascine en même temps qu'elle fait peur, très peur. Et elle se suit un débat qui, dans ses principales préoccupations, cherche à savoir comment en maîtriser, comment lui poser des limites et comment en maîtriser les effets disruptifs les plus nocifs sur les sociétés. L'histoire offre à cet effet des parallèles importants. Celui qui, à mon sens, me rappelle et me fait revenir à l'intelligence artificielle, c'est Gutenberg et l'invention et la mise sur le marché de l'imprimerie. Lorsque l'imprimerie a été introduite, les copistes qui s'occupaient alors de la multiplication des ouvrages, ainsi que des intellectuels, et plus particulièrement les milieux religieux, y avaient vu une menace. De la même manière que beaucoup de cercles, mais peut-être un peu plus amplifiés, voient dans l'intelligence artificielle aujourd'hui un risque de domination qui fait perdre à l'homme sa place centrale. Et ça n'a pas empêché les peurs, je veux dire, ça n'a pas empêché l'imprimerie de faire son œuvre sur les sociétés et au sein des sociétés, et qu'il a permis de généraliser la lecture et de démocratiser l'impression, de démocratiser l'imprimé, de le mettre à la portée du grand nombre. L'intelligence artificielle donc s'inscrit dans cette continuité tout en introduisant une rupture d'une autre nature. Longtemps perçue comme une technologie
du futur qui faisait le bonheur de la science-fiction et s'impose désormais dans de nombreux usages quotidiens. Je ne reviendrai pas sur les usages qu'ont fait des algorithmes, le métier, la recherche, etc. Tout a été déjà dit au cours de ces 2 jours, mais j'aimerais arriver là, me recentrer un peu sur mon métier qui est le journalisme, pour dire que cette transformation soulève une question centrale pour nous, pour tous ceux qui font circuler, mais pas seulement les journalistes, tous ceux qui font circuler l'information, qui font circuler plus généralement la connaissance et le savoir. On sait maintenant que l'IA est capable de produire des contenus difficilement distinguables du réel. On peut avoir énormément affaire à des fake news sans qu'on puisse vraiment pouvoir, sans parler des deepfakes, sans avoir vraiment les moyens techniques aujourd'hui résumable parce que bon, il est en 2 parties puisqu'il revient au début de l'histoire pour dire quand l'intelligence artificielle, il a commencé avec l'homme et il se poursuit aujourd'hui toujours avec lui, mais de plus en plus en mesure de le dépasser. Je vais vous faire un aveu, c'est que pour le 2e chapitre de Nexus qui comporte à peu près 240 pages, était pour moi, qui l'ai lu il y a 2 ans déjà, difficilement résumable. Donc j'ai eu la tentation de demander à l'IA, à ChatGPT, de me résumer en 400 mots ce que Yuval Noah Harari pense de l'intelligence artificielle et de ce qu'il en dit. Il m'en a livré une réponse effectivement en 400 mots et que je lui ai demandé de résumer en 200 et il me les a livrés en 180 aussi pour me dire que le phénomène majeur sur lequel Harari attire l'attention, c'est le risque qui est informationnel. Selon lui, la capacité de ces systèmes à générer des contenus crédibles à grande échelle pourrait fragiliser la notion de vérité partagée. Il met également en avant les risques de manipulation liés à l'exploitation des données et la concentration du pouvoir entre un nombre limité d'acteurs technologiques et étatiques. Mais là, c'est une autre dimension qui relève, alors là, spécifiquement du domaine politique. Une fois que l'IA m'a livré le résumé de la thèse de Harari, j'ai été également tenté de lui demander ce qu'elle-même pense des conclusions de Harari. Et vous allez un peu être surpris. Interrogé donc sur ces analyses, l'IA elle-même en reconnaît la pertinence, tout en nuançant certaines projections. Elle souligne notamment que si les risques de désinformation et de concentration du pouvoir sont réels, les sociétés, alors, et c'est là c'est très intéressant, les sociétés disposent aussi de mécanismes de régulation et d'adaptation.
on devrait en principe remercier l'IA de faire confiance quand même à nos sociétés, à l'homme et à sa capacité à conserver ses aptitudes critiques pour ne pas se laisser submerger par l'intelligence artificielle. J'aimerais ouvrir une autre parenthèse, parce que, et c'est là l'un des dangers, peut-être pas forcément un danger, c'est que la production, moi je connais des confrères et je connais qui sont cultivés, qui sont formés, qui sont intelligents, qui ont des idées, mais qui ne sont pas très portés sur l'écriture et sur l'expression écrite, et qui n'arrivaient difficilement à aligner quelques lignes pour dire ce qu'ils pensent, qui est souvent profond, mais depuis que ChatGPT et d'autres intelligences artificielles autrement plus sophistiquées ont fait leur apparition, ils sont devenus des auteurs prolixes qui peuvent produire des ouvrages au moins un par mois sur des thématiques diverses et différentes grâce à l'intelligence. Faut-il leur reprocher, faut-il attirer l'attention sur une sorte, disons, d'usurpation, de plagiat, ou alors se féliciter que l'intelligence artificielle a permis à des gens avec des idées à pouvoir les exprimer. Comme on est en train de me presser, donc je vais passer directement au dernier point. Le dernier point, il concerne la politique marocaine concernant l'intelligence artificielle. Madame la ministre Amal Srouchni a mis un point d'honneur, ou met un point d'honneur à rappeler dans chacune de ses interventions l'un des quatre fondamentaux de la stratégie du Maroc Digital 2030, qui est la souveraineté technologique, une maîtrise nationale des outils numériques stratégiques. C'est ce que l'on veut tous, ce que l'on cherche tous, mais cela suppose, outre le développement de ces outils qui ne nous appartiennent pas, mais également la formation des cadres à même d'alimenter ces outils, de créer des algorithmes, de leur fournir de l'information, et également leur alimentation physique. Alors, c'est un excellent projet, seulement quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au Maroc, quand on voit comment les pays avancés, les pays développés débauchent les cadres, quand on voit la fuite des cerveaux, quand on voit que, par exemple, à Casablanca, il y a des sociétés spécialisées dans la chasse des têtes, de repérer les compétences et de leur offrir des plateaux d'or pour les attirer vers leur pays, en leur offrant le cadre idéal et les moyens de vivre leurs envies scientifiques. J'ai parfois des doutes sur cette politique, et pour dire que l'essentiel, c'est pour qu'on puisse garder ces cadres. Parce qu'on voit que le commun des mortels connaît, surtout, on parle beaucoup de la fuite des cerveaux, des médecins, mais il y a aussi des ingénieurs informatiques qui sont recrutés un peu tous les jours pour aller au Canada, en France, en Allemagne et ailleurs. Comment le Maroc, avant d'arriver dans la planification de Maroc Stratégie 2030, comment pouvoir garder ces compétences ici en leur créant le cadre adéquat, le cadre attractif qui puisse les retenir chez eux. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Naïm Kamel, cher ami, pour cette intervention très pertinente, et surtout sur le dernier point, la stratégie marocaine pour la mise en place de plateformes de big data, de centres big data, etc. Tout ce qui concerne le développement de l'IA au Maroc, on a besoin effectivement
de valoriser nos ressources humaines. La valorisation est nécessaire. Sans cela, on risque de voir toute notre matière grise, toute notre intelligentsia aller vers d'autres horizons, ce qui va évidemment entraîner une régression et retarder l'évolution du Maroc vers la maîtrise et l'appropriation de ces outils. Je voudrais maintenant inviter, tu peux prendre la parole à partir de là où tu es, un grand ami, c'est Abdellah Ben Smaïn. Je voulais en dire un mot à la fin. Je pensais qu'il allait prendre la parole vers la fin, mais en regardant le programme, c'est son tour de prendre la parole. C'est Abdellah, je l'avais connu dans les années 70 en tant que poète. Et ce que je peux dire de lui aujourd'hui, c'est que c'est un fondateur. De toute façon, je l'avais connu également en même temps que Naïm Kamel. Ce sont deux grands amis. Et tous les deux, je les ai connus au journal L'Opinion. Chacun son sensibilité, chacun son intelligence. Et depuis, ils n'ont cessé chacun de briller et de gagner l'estime de toute l'intelligentsia, que ce soit dans le domaine des médias ou dans le domaine universitaire. C'est Abdellah, donc je disais, est un créateur à sa manière. C'est un poète, un romancier, un créateur aussi de médias. Il a créé dans les années 70-80 un magazine, Sindbad. Il a créé 2 ou 3 maisons d'édition qui ont permis de produire un certain nombre de livres, un certain nombre de médiums. Et aujourd'hui, il continue cette belle aventure en reprenant ses travaux, en créant d'autres. Et je suis très heureux qu'il soit parmi nous aujourd'hui. Merci Abdellah de prendre la parole, soit à partir de là où tu es, soit tu peux venir ici. Tu préfères venir ici. Merci. Bonjour tout le monde. Un peu plus quand même. Oh, avant d'arrêter un peu, tu me le signales, comme ça je résume ce qui va rester à venir. Dans ce que je vais présenter, disons que le titre, ce qui peut un peu chapeauter mon approche, c'est avec l'intelligence artificielle bien sûr. Alors on est un peu dans une sorte de carrefour, dans une dimension où est-ce qu'on transmet ou on génère. La deuxième, c'est est-ce qu'on crée ou est-ce qu'on copie. Je montre ça, c'est un peu pour, disons, pas opposer, mais mettre cette corrélation entre, disons, la pensée humaine, la pensée cognitive et les algorithmes, la logique des algorithmes. Dans mon intervention, je vais donner des exemples précis pour montrer, comment je peux dire, j'utilise en général le mot perversion, je vais le retenir, comment la réalité peut être pervertie, comment on peut la modifier, sciemment ou pas, hein, je ne juge pas, je n'entre pas dans ces dynamiques-là, parce qu'effectivement c'est très compliqué, bien sûr on peut restituer après des études, après des travaux, mais c'est compliqué. Alors ce que je commence, il y a une histoire des médias, vous avez entendu le mot Gutenberg, je crois qu'il a été prononcé plusieurs fois les 2 journées. Au fond, pour comprendre l'intelligence artificielle, il faut aussi connaître l'histoire des médias, c'est-à-dire des supports de transmission, et il faut comprendre aussi l'arrivée de l'outil informatique qui a effectivement industrialisé en quelque sorte le travail de la main par rapport au stylo, par rapport aux copistes. Hier, on avait parlé des copistes. Et croyez-moi, l'histoire des médias est très significative parce qu'on ne se rend pas compte, mais on a parlé aussi de la civilisation grecque. On a toujours l'impression, chaque siècle, chaque période, a l'impression d'avoir créé le monde, de créer le monde. Alors qu'en réalité, nous sommes dans des dynamiques de transmission, j'insiste sur ce mot-là,
Maintenant, même dans la rupture se fait à partir de ce qui existe. Le risque apparemment, je dis bien apparemment, qui commence à se poser avec l'intelligence artificielle, c'est qu'effectivement, on n'est plus dans la rupture, dans la génération, dans la transmission. On est plutôt dans la génération, c'est-à-dire c'est la génération spontanée. On crée à partir de quelque chose qui n'existe pas. Et je vais vous donner quelques exemples dans le parcours. Et il y a aussi bien sûr la création. Je ne parlerai pas comme poète, je parlerai comme aussi essayiste, comme journaliste. Il y a un travail de création qui se fait. Avec l'intelligence artificielle, nous ne sommes plus pratiquement, apparemment, dans la création, mais nous sommes dans la copie, au point qu'il y a un petit livre qui a été publié il y a 2 ou 3 ans, qui s'appelle l'Homo Sapiens. Ça a été écrit par un prof de l'université ici à Fès, qui n'a pas malheureusement beaucoup circulé, où il montre justement ce phénomène-là de copie qui est né justement avec l'informatique, bien sûr, avec Internet, et surtout maintenant avec l'intelligence artificielle. Alors, je vais commencer pourquoi je vous dis je parle de perversion. Quand je parle c'est une révolution en principe qui impose bien sûr ces paradigmes. Il y a sa rupture épistémologique, c'est clair, dans la transmission de la culture et des savoirs, qui ne sont plus ceux de la tradition, des maîtres, mais des algorithmes et de l'intelligence qui se qualifie d'artificielle. La réception radiophonique, là je reviens encore aux médias, se jouait des frontières, si vous vous rappelez, mais elle était limitée par les longueurs d'onde. Il y avait les ondes longues, il y avait les ondes moyennes, il y avait les ondes courtes et ainsi de suite. Par la suite, il y a eu la FM. Par exemple, celui qui habite dans un quartier, il pouvait écouter les grandes ondes, mais pour la FM, vous ne pouvez l'écouter que dans un lieu localisé, qui avait d'ailleurs aidé à développer ce qu'on appelle le journalisme de proximité, la presse locale. Donc, l'aspect média est très important. Alors, pour avancer, il y a des termes qui sont apparus depuis quelques années. C'est par exemple le terme de cancel culture. Et vous avez aussi le terme qui est sensitive reader. La cancel culture, je la prends ici comme métaphore, parce qu'elle concernait des individus qui ont décidé de bannir, d'effacer de la mémoire. C'était vraiment annulé. On les annulait dans leur existence. La sensitive readers, c'est autre chose. C'est modifié. Par exemple, vous connaissez le titre « Les 10 petits nègres » d'Agatha Christie. Ben, le titre a été changé parce que le mot nègre n'a plus droit à existence, parce qu'il est péjoratif. Il y a un autre exemple qu'on donne aussi dans ce contexte-là. Vous connaissez la chocolaterie Charlie. Il y a des gosses, il y a un petit enfant qui est gros et dont tout le monde se moque. Tout le monde dit « il est gros, il est gros ». Et dans les nouvelles éditions, on a décidé de supprimer le mot « gros ». Et on a mis à la place, tenez-vous bien, « immense ». Mais comme vous le savez, le mot « immense » a un sens beaucoup plus large, moins incisif, si j'ose dire, que le mot « gros ». Pour un individu, pour un enfant qui est immense, en tout cas, moi, je n'arrive pas à me le représenter. Gros, je me le représente, mais immense, je ne me le représente pas. Alors, pour rester avec la cancel culture, pour moi, c'est une métaphore. Gommer ou adapter, justement, quelle différence? Là, dans le sensitive readers, on adapte. Dans la cancel culture, on gomme carrément. Et je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous avez, pour ceux qui ont vu récemment le film Gladiator 2, qui a été mis en salle, qui est diffusé depuis peut-être même pas une année. Dans le film Gladiator 2, vous avez 2 personnages. Vous avez le personnage de Jugurtha et vous avez le personnage, pour le nom Macrinus, qui devient empereur à un moment donné de Rome.
Et vous avez remarqué dans le film, ils sont présentés comme étant noirs. Or, quand vous prenez Jugurtha et Macrinus, ils sont originaires d'où? Ils sont originaires du nord de l'Afrique, la Numidie. Pour Jugurtha, à l'époque, c'était, je crois, Cirta, pour les Romains, donc c'est actuellement Constantine. Et pour Macrinus, c'était Cherchel, qui est dans la région d'Alger. À ma connaissance, et les anthropologues, les chercheurs peuvent le confirmer ou infirmer, c'est une région de toute l'Afrique du Nord, la bande méditerranéenne, elle est habitée par des Blancs, pas des Noirs. Donc il y a ça. En Tunisie, il y a eu aussi le cas d'Hannibal qui a été présenté comme noir. Et le ministère de la culture tunisien a réagi pour dire que ce n'était pas ça. C'est le même problème avec Cléopâtre en Égypte. Le ministère aussi avait réagi. Bon, je vais passer rapidement. Alors maintenant, avec toutes ces choses-là, générer ou transmettre, il y a le problème, je parle aux universitaires, là c'est le problème de l'épigonisme qui se pose. À l'avenir, on va transmettre quelle pensée? Actuellement, on peut dire, bon, celui-ci est marxiste, celui-là est freudien, par exemple pour la psychanalyse, mais dans quelques années, qu'est-ce qu'on dira? On dira qu'il est ChatGPT, on dira qu'il est Claude. Il y a un problème aussi au niveau de la transmission, donc des savoirs. Les maîtres à penser vont-ils disparaître? Par exemple, je prends la presse. Dans le journalisme, vous savez, maintenant, il y a des plateformes numériques qui sont créées pour les journalistes. Pour YouTube aussi. Mais personne ne vous dira qu'il est journaliste à YouTube. Personne ne vous dira qu'il est journaliste à Substack. Mais un journaliste à l'opinion vous dira « je suis journaliste à l'opinion ». Au journal Le Monde, il vous dira « je suis journaliste au journal Le Monde ». Donc, c'est des paradigmes, c'est peut-être des ruptures, je ne sais pas quel est le niveau épistémologique de tout ça, mais il y a des choses qui se passent. Donc là, c'est la question des maîtres, et nous sommes aussi maintenant dans ce qu'on peut appeler la civilisation du poisson rouge. C'est l'expression de Paltino, qui est le directeur de Arte. Le poisson rouge, c'est quoi? Le poisson rouge, c'est parce que c'est le poisson qui a une capacité de concentration, de réflexion qui dure 8 secondes. Avec Internet, les études montrent que l'attention dure 9 secondes. Et là, vous avez entendu parler aussi de ce qu'on appelle la culture de l'attention. Et maintenant, on dit qu'on ne vend plus un produit ou quoi que ce soit, mais on vend plus un article pour lire, mais de l'attention. Et si vous regardez par exemple dans les journaux numériques, vous allez voir qu'ils mettent le temps de lecture, tel article. Mais quand vous regardez, bon moi j'ai travaillé sur ça bien sûr, en réalité les gens ne restent pas sur les sites. Et vous avez par exemple le meilleur journal où les gens restent, ça dure à peu près 6 minutes. C'est-à-dire que les gens peut-être consultent mais ne lisent pas. Alors je voudrais juste dire une chose maintenant dans le journalisme. L'intelligence artificielle, bien sûr, elle a envahi le monde, disons, de l'écriture, de la littérature, du journalisme. Alors, dans le journalisme, la presse a résisté, a créé, si vous voulez, ses propres résistances. Au Maroc, je vais donner un exemple rapidement. L'IA, par exemple, vous avez 3 médias qui ont été créés par des journalistes, où l'IA n'existe à proprement parler pas, c'est Média 24, le Desk et Quid. Média 24, ils ont créé même leur propre chatbot pour faire des résumés, justement, pour faire des résumés. Il y a un seul site qui a été créé avec l'intelligence artificielle, qui se réclame de l'intelligence artificielle, c'est l'ODJ. L'ODJ Média qui appartient au groupe Risala de l'Istiqlal. Et là, effectivement, c'est de l'intelligence artificielle. La personne qui l'a créé ne s'en cache pas. Il écrit un livre par semaine ou tous les 2-3 jours. Ça ne le dérange pas. Juste le dernier point, par exemple, et là, si tu veux, je peux m'arrêter. Par exemple, dans ce site, comme le gars qui a créé ça, c'est un informaticien, il a créé sa propre application d'intelligence artificielle. Et effectivement, maintenant, c'est à la portée pratiquement de tout le monde. Et ce qu'il a créé, il appelle ça
Maintenant, on parle d'intelligence artificielle agentique, pour parler des agents. Lui, il appelle ça agence artificielle agentielle. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais ça veut dire quoi? Quelle est la différence entre agentique et agentielle, puisque le mot adopté, c'est agentique? Et il m'a répondu, je vais te répondre poétiquement, c'est phonétique. Voilà, sinon il y a beaucoup d'exemples pour illustrer, mais j'arrêterai là mon propos. Merci, merci mon ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Abdallah qui a soulevé en fait un sérieux problème. C'est le problème de la filiation, de la généalogie. Effectivement, aujourd'hui, on peut créer à partir d'applications, on peut créer à partir de toutes sortes d'IA, mais il se posera par la suite, même sur un plan synchronique, c'est le problème de l'ancrage référentiel. C'est référencé par rapport à qui? Par rapport à quel courant de pensée? Par rapport à quelle épistémée? Par rapport à quelle théorie de la connaissance? Donc c'est ce problème de la généalogie, de la filiation dans une pensée, dans un courant, se pose dès aujourd'hui et on est plus dans la copie et le simulacre que dans la création authentique. Merci, c'est Abdallah d'avoir soulevé ce problème, effectivement, il est sérieux. Je voudrais maintenant me tourner vers notre collègue, notre ami, Rodi Kratsa-Tsagarpoulo, excusez-moi si je déforme un petit peu, qui, comme je l'ai dit, il est député européen, donc il est dans l'action politique, dans la création par l'action politique. Et comme je l'ai dit hier à propos de sa compatriote, il nous vient de cette Grèce qui nous est très chère, qui est une région qui a connu à travers l'histoire beaucoup de guerres, beaucoup de combats, notamment avec leurs voisins, et d'autres aussi, mais qui ont résisté face même lorsque on a créé l'Union européenne, on a un petit peu marginalisé la Grèce, mais on a oublié que c'est la terre des penseurs, c'est la terre des créateurs. Merci de nous faire cet honneur. Merci, monsieur le coordinateur. Excellences, messieurs et madame, chers étudiants, chers collègues du panel, chers modérateurs, je vous remercie d'avoir fait allusion à la civilisation grecque qui fait évidemment partie de mon identité, mais moi j'aimerais tout d'abord exprimer mon immense joie de me retrouver à Fès, dans cette ville attachante par sa culture, son histoire et son accueil chaleureux. Merci. J'aimerais aussi, permettez-moi, d'exprimer ma fierté en tant que membre du conseil d'administration de l'Université Euromède pour ses accomplissements en tant que centre d'excellence scientifique et pédagogique et en tant que hub, foyer de coexistence, d'échange et de dialogue. L'exemple le plus révélateur de cette dimension de notre université est la création en son sein de la chaire de l'Alliance des civilisations confiée par le haut représentant de l'ONU, M. Moratinos, qui nous honore de sa présence et participation à ce forum, et féliciter le président de la chaire, le professeur Abdelhak Azouzi, notre cher ami, et ses acteurs qui jouent autour de lui comme notre modérateur pour cette impulsion impressionnante qu'ils ont produit à cette chaire et la développer dans une durée de seulement 2 ans, 2-3 ans, en un espace de culture, de paix et de dialogue par excellence. Et j'aimerais m'adresser à vous, messieurs et mesdames, et vous remercier d'être parmi nous à ce forum de 2 jours où nous partageons idées, préoccupations pour l'avenir de notre société et nous défendons les besoins d'un avenir
d'un progrès et d'un avenir à l'auteur de l'être humain. Renouons au thème de notre panel, l'intelligence artificielle et les valeurs humaines communes. Je souhaite mettre l'accent sur un enjeu majeur, essentiel, celui du patrimoine culturel. Par rapport à la définition de l'UNESCO, le patrimoine culturel englobe le patrimoine immatériel et tangible, comme on peut le dire, c'est-à-dire les monuments historiques, les sites archéologiques, les collections, les bibliothèques, le chef-d'œuvre, etc. Le patrimoine intangible ou immatériel, qui est le savoir humain, savoir-faire, tradition, et tout ce que l'homme a pu produire par sa créativité orale, écrite, et aussi le patrimoine culturel, dans ma conception, comprend aussi les fruits des relations entre l'homme et la nature, l'écosystème humain et naturel, à la fois qui façonne la vie des communautés. Le patrimoine, pourquoi je considère le patrimoine comme une valeur humaine et mondiale, est l'identité de peuple et le moyen de dialogue entre les générations, entre le peuple, le moyen de la cohésion sociale et le moyen de la paix entre le peuple. Il est reconnu par toutes les instances internationales comme un pilier du développement durable, qui est le but de l'humanité aujourd'hui, comme cet objectif est décrit et contenu dans l'Agenda 2030, c'est-à-dire les Sustainable Development Goals que nous devons atteindre tout le peuple ensemble jusqu'à 2030. Et il est aussi la protection de l'environnement, de patrimoine culturel inséparable de la protection humaine et de la sécurité humaine. Les extrémistes violents visent, comme on l'a vécu les dernières années en Afghanistan, en Irak, au Mali, et en Syrie, et ils visent, les extrémistes violents, non seulement la vie des populations, mais aussi les monuments historiques, afin de fragiliser les sociétés qui veulent servir. L'intelligence artificielle, qui est le sujet qui nous préoccupe et nous réunit aujourd'hui, ouvre de nouvelles perspectives pour le partage de ce patrimoine, de cette valeur humaine, et aussi pour la mise en valeur. Avec l'intelligence artificielle, il a été dit explicitement ou implicitement, on peut arriver à la conservation des archives, à la traduction simultanée, à la protection, prévention et restauration du patrimoine culturel avec des techniques spéciales par les impacts du changement climatique et les autres catastrophes naturelles. Et on peut arriver à la restitution numérique des monuments, des chefs-d'œuvre qu'on ne pouvait pas imaginer auparavant. Mais en même temps, cette mise en valeur de partage du patrimoine culturel englobe des enjeux sérieux, de nouveaux enjeux qui surgissent. C'est-à-dire protéger l'authenticité, protéger la conscience locale et la diversité culturelle et linguistique. L'éthique et la morale est représentée dans le partage de ce patrimoine par le peuple.
et une mise en scène démocratique et équilibrée. Un patrimoine humain mondial doit être un patrimoine du Nord et du Sud, de l'Est et de l'Ouest, et non pas des patrimoines à la carte. Et toutes les conventions internationales et les lignes directrices et de l'ONU, de la chaire de civilisation, et nous parlent de ces besoins de la maîtrise de l'intelligence artificielle en mettant en valeur le patrimoine culturel. Ce n'est pas la peine d'être répétitif. Il a été dit qu'on a besoin pour cette technologie sans frontières d'une gouvernance internationale qui malheureusement n'existe pas. Il y a des lignes directrices, il y a des initiatives comme l'initiative du Maroc à partager, mais il n'y a pas une gouvernance qui peut nous assurer la protection de cette valeur humaine pour la paix et pour le devenir humain. C'est pour ça qu'il faut travailler en coopération et en responsabilité des États et de la société civile. L'Union européenne passe une phase importante et décisive par le financement et le développement des projets isolés et l'avance vers un écosystème de l'englobisation du patrimoine culturel européen, plus de 30 millions d'œuvres, de la protection des enjeux techniques et moraux, et aussi l'offrir à l'humanité pour leur coopération des acteurs institutionnels, des acteurs de la coopération entre privé et public, pour la recherche scientifique. C'est un exemple à étudier et à développer qui peut servir comme exemple pour d'autres entités dans le monde moderne, au niveau de coopération régionale et au niveau aussi de l'État national, au niveau national et au niveau régional. Et j'ai beaucoup développé des projets dans ces cadres en tant que gouverneur d'une région grecque qui a un patrimoine par excellence, comme toutes les régions d'ailleurs. C'est ça la recherche mondiale. Alors, ce que je voudrais, je vois que vous me dites que je dois finir, ça, voilà. Alors, il y a beaucoup de projets techniques à envisager, les standards, etc. Il a été dit par des gens qui sont du métier, qui connaissent mieux. Ce que moi, je m'aurais demandé à l'audience de ces forums et aux organisateurs aussi du forum, de finir par un appel aux instances internationales et aux États aussi, de lancer un appel pour faire intégrer la culture et le patrimoine culturel à toutes les politiques du développement durable. Le patrimoine culturel fait allusion dans les objectifs de 2030, même si ce n'est pas à sa juste valeur. Nous avons besoin de cette conscience, de nouvelle conscience culturelle mondiale et la faire intégrer dans la nouvelle agenda après 2030 qui doit intégrer un objectif spécial à la valeur et la hauteur du rôle du patrimoine culturel pour l'avenir de notre humanité à l'auteur de l'homme. Merci beaucoup. Merci, excusez-moi, merci beaucoup. Merci. C'est que malheureusement, nous sommes pressés par le temps. Il reste encore 3 interventions. J'invite tout de suite le professeur Jérôme Valluy, en l'invitant à être bref. Voilà, merci. Oui, je sais bien. Mais je me suis entraîné depuis 2 jours et normalement, je dois tenir juste en 10 minutes, pas plus. Alors, je tiens à remercier les organisateurs de ce magnifique colloque, notamment
son intitulé me paraît parfait. Évidemment, les conditions d'accueil sont impeccables. Et à remercier également mon collègue et ami Abderrahmane Tankoul pour l'organisation et l'invitation à cette table orale. Alors, depuis hier, nous parlons d'intelligence artificielle et de civilisation. Je voudrais interroger et contribuer à ce débat en interrogeant la notion de civilisation. Et pour ce qui concerne la table ronde, je dirais, puisqu'il s'agit de parler de valeurs communes, interroger le caractère commun ou pas des valeurs. Et pour avancer sur cette notion de civilisation, je vais mobiliser un grand spécialiste du processus de civilisation que j'admire beaucoup, qui est le sociologue allemand Norbert Elias, qui a soutenu une thèse d'habilitation en 1938, Über den Prozess der Zivilisation. Alors que nous dit Elias, depuis plusieurs siècles, notamment depuis le Moyen-Âge, nos sociétés ont appris, notamment sous l'influence de la construction de l'État, à produire des individus capables de se contrôler eux-mêmes. Donc le processus de civilisation, puisque c'est de cela dont il s'agit ici, se relie directement au comportement tendanciel des êtres humains dans la société, et on les voit évoluer, notamment depuis le milieu du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, une transformation progressive des comportements qui nous apprend à nous contenir, à maîtriser nos émotions, à anticiper également sur les autres. Elias nous montre qu'un certain nombre de gestes très ordinaires de la vie quotidienne, sur les façons de manger, de se tenir dans la rue, de se comporter avec les autres, en famille, au travail, évoluent considérablement et, alors qu'ils étaient acceptés il y a quelques siècles, deviennent impensables, déplacés, inconvenants. Et surtout, l'essentiel, c'est que ces contraintes sociales sont intériorisées. On se contrôle au fond et on prend l'habitude, ce qu'on appelle un habitus, de se contrôler sans y penser. On parle alors d'autocontrôle. Alors ce processus de civilisation, par construction des autocontrôles individuels, repose sur des conditions sociales très particulières, des interdépendances sociales qui sont stables, des institutions qui sont bien identifiables et des règles de droit qui sont relativement lisibles et relativement connues. Au milieu de tout ça, un acteur est central, c'est l'État, en tant qu'il exerce des contrôles et des contraintes sur les individus. Or, ce qui est intéressant, c'est que l'État n'agit pas seulement comme une force de contrainte extérieure à l'individu, il a dans son développement historique un effet éducatif sur la société. Il participe à apprendre aux gens à se comporter comme des civilisés, c'est-à-dire à pacifier la société, et il agit un peu comme un instituteur de la société sur des temps très longs, hein, de plusieurs siècles. Alors, un point important sur lequel Elias insiste, c'est que ce processus de civilisation n'est pas linéaire. Au cours de l'histoire, il y a des avancées et des régressions, et il n'est surtout pas irréversible. Elias analyse des configurations historiques qui nous montrent, au contraire, des processus inverses de désinhibition des individus, de relâchement des autocontrôles, de fragmentation des relations sociales, et c'est ce qu'on va appeler un processus de décivilisation. Et ce qui m'intéresse, c'est justement la décivilisation. La question que je voudrais poser aujourd'hui est la suivante. Que deviennent ces mécanismes d'apprentissage de l'autocontrôle humain à l'ère des intelligences artificielles et des interactions numériques ? Alors pour répondre à cette question, il faut faire un petit détour, même si depuis hier on entend beaucoup parler avec raison d'une rupture anthropologique liée à l'intelligence artificielle, il faut quand même rappeler que cette intelligence artificielle ne tombe pas du ciel au XXIe siècle et qu'elle s'inscrit dans une histoire longue, souvent méconnue, qui est une histoire séculaire, qui est celle de l'informatique. Et de l'informatique depuis 136 ans. C'est-à-dire depuis précisément 1890, où on voit apparaître la première forme
d'ordinateurs et la première utilisation à grande échelle dans le premier recensement américain qui a été informatisé. Ce que nous vivons aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, d'un certain point de vue, c'est certes une rupture anthropologique, mais d'un autre point de vue, c'est le simple prolongement d'une histoire séculaire d'expansion sociétale de l'informatique dans les usages sociaux. Alors naturellement, sur ces 136 ans d'histoire, il y a une accélération fulgurante depuis 30 ans en particulier. En effet, au milieu des années 90, l'Internet devient un marché, nos activités commencent à laisser des traces, entre guillemets, ce mot est très discutable, exploitables par les entreprises. À partir de 2001 et d'un certain nombre de ruptures géopolitiques que je n'ai pas le temps d'analyser, la collecte massive des données se généralise pour la sécurité et l'économie, de plus en plus imbriquées et à des niveaux d'imbrication qu'on n'avait pas observés au XXe siècle. Dans les années 2010, les plateformes, la plupart des plateformes numériques que nous utilisons aujourd'hui sont créées précisément entre 2005 et 2015 pour faire vite. Ces plateformes structurent nos interactions, structurent nos comportements sociaux qui sont de plus en plus classés, recommandés, orientés, voire manipulés, puisque la première campagne électorale qui a été manipulée, Barack Obama le reconnaît, c'est celle de 2008 aux États-Unis. Ce que ces transformations produisent est souvent mal compris. On parle souvent du contrôle des États ou des entreprises sur les individus à travers ces systèmes informatisés, mais c'est à mon avis pas enfin c'est vrai, mais c'est pas suffisant. Le point décisif, c'est surtout que les conditions du contrôle centralisé et de l'autocontrôle individuel changent au cours du temps. Dans le modèle classique du processus de civilisation, ce contrôle et autocontrôle passaient par le droit, par des normes stables, par des institutions identifiables. Aujourd'hui, elles passent de plus en plus par autre chose, des plateformes, des algorithmes, des systèmes de recommandation. Je ne rentre pas dans les détails puisque je vois que Abdelrahman commence à faire monter la pression, mais voilà, quand vous lisez par exemple les posts de vos amis sur le mur Facebook, vous lisez généralement les premiers posts que les entreprises savent. Or, l'ordre de classement des posts sur le mur ne dépend pas ni de la chronologie ni de votre volonté, mais de l'algorithme qui priorise certains des posts de vos amis par rapport aux autres et qui augmente des flux, notamment idéologiques, de cette façon. Alors cela ne supprime pas nos libertés, mais cela transforme profondément les conditions dans lesquelles cette liberté s'exerce. Ces déplacements s'accompagnent d'une transformation du rapport au droit. Les règles qui organisent nos comportements ne viennent plus principalement des institutions publiques, elles viennent de plus en plus d'acteurs privés, Microsoft, OpenAI, Alphabet, Google, Meta, Facebook, Amazon, Apple. Ces acteurs produisent des normes qui sont inscrites dans les algorithmes, mais ces normes sont instables. ChatGPT, depuis 3 ans, change constamment. Elles sont opaques et elles ne sont pas discutées ou très rarement collectivement. Les contraintes deviennent ainsi moins visibles, moins stables, moins appropriables, et ça a produit des effets très puissants sur la société, sur les comportements sociaux. Premier effet, un contrôle certes renforcé à partir d'instances centralisées qui articulent entreprise et sécurité. Deuxième effet, la désinhibition est très forte. Sur les réseaux sociaux, les violences verbales persistent, les harcèlements continuent, les polarisations et les radicalisations s'intensifient. C'est l'autocontrôle qui régresse dans nos sociétés. Pourquoi ? Parce que les environnements numériques modifient ces conditions d'autocontrôle. L'anonymat pousse à la déresponsabilisation, les plateformes poussent aux interactions immédiates, sans réflexion, les algorithmes amplifient ces tendances, les systèmes poussent à la visibilité de l'ego et de la vie privée. Tout cela produit un troisième effet, la fragmentation des sociétés. Nous ne vivons plus dans le même monde commun à partir du moment où nos informations sont individualisées par les algorithmes. Nous ne voyons plus les mêmes réalités et nous n'avons plus de moins en moins de projets communs pour la société. Quatrième effet, l'opacité. Les règles existent toujours, mais elles sont inscrites dans des systèmes algorithmiques que nous ne comprenons pas spontanément.
Voilà, pour reprendre le diagnostic inspiré par Elias, ce contrôle algorithmique ne produit plus l'effet de civilisation, d'apprentissage des autocontrôles aux individus. Au fond, pour terminer, je dirais que l'expansion de l'intelligence artificielle s'accompagne de formes de décivilisation partielle, non pas un effondrement de la civilisation ni des normes, mais une désarticulation entre le contrôle, le droit et l'autocontrôle. D'où la question, à mon avis, n'est pas est-ce que l'IA est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise. La vraie question est qui produit les conditions de nos comportements, où se situent les contraintes, peut-on les discuter et en délibérer, et pouvons-nous encore nous approprier des règles communes qui nous permettent de converger dans la société, aussi bien sur le plan comportemental que sur le plan doctrinal. Je terminerai en disant, plus il y aura de contrôle algorithmique, moins il y aura d'autocontrôle des individus humains, et plus les sociétés deviendront violentes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jérôme. Et j'invite l'anthropologue et professeur C. Mohamed El Mazouz, que je remercie d'être présent avec nous aujourd'hui. C. Mazouz, tu prends la parole à partir de là, tu viens. C. Mazouz, écrivain, philosophe, penseur, il a publié plusieurs ouvrages, notamment sur l'esthétique, sur l'anthropologie, et 4 romans qui ont connu un grand succès, aussi bien au Maroc que dans le monde arabe. Merci, c'est Mohamed El Mazouz. Merci beaucoup, cher ami Abdelrahman. En premier lieu, je tiens à remercier l'Université Euromède de m'avoir donné l'occasion pour m'exprimer sur l'un des sujets les plus saillants et les plus importants concernant l'intelligence artificielle et l'éthique. Je vais dépasser ce que j'appelle la récitation parce que le temps aujourd'hui, surtout l'impact de ce sujet, exige une autre lecture ou ce que j'appelle un tournant ontologique. Et ce mot de tournant ontologique est très important pour comprendre la situation actuelle de cette relation. Et excusez-moi d'essayer de développer avec vous très succinctement quelques concepts à partir du grand concept qui est l'anthropocène. L'anthropocène en relation toujours avec la révolution, ce qu'on appelle la révolution numérique et l'éthique. Et qu'est-ce que j'entends d'anthropocène? C'est l'ère de l'homme qui est en train de détruire la nature. Et ce concept d'anthropocène est lié à des sous-concepts qui sont comme suit. Le pharmacon et le consumérisme. Pour le pharmacon, c'est un concept qui hérité de Platon, qui signifie le poison et le remède. Et ce concept a été aussi investi par le grand philosophe Jacques Derrida et par le philosophe français Bernard Stiegel. Donc le pharmacon est en relation avec ce qu'on appelle la pharmacologie numérique. Et ce concept nous interpelle tous. C'est comment comprendre en ce moment le virage ou le tournant que connaît le monde actuel. Donc ce tournant se base sur comment on peut tramer une conception pour comprendre l'implicite et l'explicite en rapport avec le support informatique et le support numérique en général. Donc, pour comprendre le pharmacon, comme disait Derrida et comme a été développé par le grand Bernard Stiegel, c'est savoir est-ce que l'éros, la relation entre l'éros et le thanatos, est-ce que l'éros pour le support numérique peut être bénéfique pour l'utilisation? Et comment le thanatos peut être une force de destruction
en s'adonnant c'est-à-dire à l'utilisation du numérique. Donc la relation entre le thanatos et l'éros est toujours en relation avec ce qu'on appelle la pulsion, les pulsions et les désirs. Et le consumérisme, c'est un mot qui est relatif à la consommation, et c'est un terme aussi économique, modifie les désirs et oriente les désirs pour la destruction et non pour la production. Et la technologie, à travers le consumérisme, va vers ce qu'on appelle la technologie de captation, la technologie de moralisation, la technologie d'appauvrissement et la technologie de destruction totale de l'être. Et donc, on est dans un virage ontologique, et ce virage ontologique, à travers le mot pharmacone, comme j'ai dit, développé par Jacques Derrida et par Stregel. Donc, le pharmacone, pour nous, c'est comprendre l'usage numérique à travers le bon sens, à travers le côté positif et à travers le côté négatif. Pour parler de l'enjeu éthique ici, c'est penser l'IA non comme un outil neutre, mais comme une réalité ambivalente qui exige une régulation critique. Et l'éthique devient donc, comme j'ai dit, une pharmacologie du numérique, et la question qui se pose, comment doser, comment encadrer, comment orienter l'usage de l'IA. Et les systèmes d'intelligence artificielle utilisés par des entreprises comme Google, Meta, Amazon, etc., se centrent sur ce que j'appelle la prédiction du comportement et l'analyse de données massives, l'anticipation des choix et la suggestion personnalisée. Résultat, le désir n'est plus préconfiguré, le désir est orienté et l'utilisateur devient une ressource exploitable, non par l'attention, mais pour le produit d'une forme de clôture cognitive. Et là, on peut choisir des choix orientés en amont. C'est la transformation du sujet des objets. Les données personnelles deviennent une marchandise et l'humain se réduit à une valeur économique calculable. Merci. C'est la dernière intervention. Malheureusement, Madame Mahjoub, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Vous aurez à concentrer votre pensée, dire l'essentiel en 3 minutes. 3 minutes. D'accord. Merci beaucoup. Je vous promets d'être brève, mais vous me promettez aussi d'être juste. أولاً سأتكلم بالعربية، ومداخلتي بالعربية هي في إطار يعني التعايش مع الذكاء الاصطناعي بالعربية نحن كعرب. أولاً أريد أن أشكر جامعة الأورو المتوسطية بكل مكوناتها الإدارية والعلمية وجنود الخفاء وكل الذين قاموا بتنظيم هذا الملتقى، وحاولوا أن يجعلوا من إقامتنا ومن تدخلاتنا يعني في مستوى الحدث. شكرا لكم، شكرا كذلك، شكر موصول كذلك إلى الطلبة الذين جاءوا ليستمعوا إلى مداخلتي، أشكرهم بصفة خاصة، ça m'a fait chaud au cœur. وأمر مباشرة إلى الحديث عن مسألة القيم. سأخذكم في الحقيقة، من الصعب الحديث بعد كل أمام هذه القامات الرفيعة، أمام هذه المداخلات الغنية، التدخلات الغنية التي سمعتها خلال يومين، ولكني سأحاول أن آخذكم في فسحة صغيرة، فسحة مقاربة فلسفية تجود بها الفقيرة إلى ربها. لا أدعي في العلم معرفة، لا أدعي أنني فيلسوفة، ولكن أحاول في هذا الملتقى أن أزرع وردة، ولا أدعي أنني سأبني بستانا.
إذن في الحقيقة الذكاء الاصطناعي بصفة عامة رأيناه من خلال موقفين. هنالك ثنائية تقريبا يتحرك فيها كل الملتقيات التي تقع في العالم اليوم، هو أن هنالك موقفا يشيد بهذا الذكاء الاصطناعي ويعتبره ذروة التقدم العلمي وذروة ما وصل إليه الإنسان، وهنالك موقف متوجس، موقف يعبر عن نوع من الخوف من هذا الذكاء الاصطناعي. إذن هذا التقابل رغم وجاهته وتحدث فيه الكثيرون في خلال هذين اليومين، إلا أنني سأحاول أن لا أكون أسيرته، لأنه يتمحور حول سؤال تحدث فيه الكثيرون، وهو سؤال: ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعله؟ أنا أقترح مقاربة أخرى، يعني أغير فيها السؤال لم يعد في تقديري في مجال القيم ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل، بل أصبح ماذا يكشف الذكاء الاصطناعي عن الإنسان، وهل يمكن لهذا الكشف أن يتحول إلى فرصة لإعادة إحياء القيم الذكاء الاصطناعي. إذن أولاً طبعاً أوكي، الذكاء الاصطناعي أولاً ليس محايداً، هذا فكرة هامة جداً. كل التقنيين تقريباً يتحدثون عن حياد الذكاء الاصطناعي. إذن أثبتت الدراسات اليوم قاموا بها في MIT أن الذكاء الاصطناعي ليس محايداً، أن هنالك. لماذا الذكاء الاصطناعي ليس محايداً؟ لأنه يقوم على خوارزميات، والخوارزميات تقوم على بيانات، والبيانات تتم في سياق اجتماعي ثقافي سياسي إلى آخره، إلى حد أننا في جامعة هارفارد مخبر الميديا، لابوراتوار دو ميديا، هنالك من هنالك باحثة بيّنت كيف أنه حين نقدم بيانات الذكاء الاصطناعي بينت أن هذه يعني النتائج التي المخرجات هي تقوم بفرز على أساس الجنسي وعلى أساس العرق، وقامت بنوع من يعني هي غانية هي من أصلها من غانا وهي أمريكية، قامت بتقديم منظمة هي جوي بويلميني، وأسست رابطة العدالة الخوارزمية. كذلك وأمر على هذا يعني بعجالة، كذلك الذكاء الاصطناعي ليس محايداً ويتم توجيهه. إذن ماذا نفعل له من وجهة نظر فلسفية؟ هنالك نحن حين نتحدث عن الأخلاق نتحدث عن الإنسان كغاية وليس كوسيلة، وينبغي أن تكون هذه الفكرة نصب أعيننا، وهي فكرة كانطية نجدها في الفلسفة، هي أن الإنسان ينبغي أن يكون غاية. إذن كيف يمكن أن يكون الإنسان غاية وليس وسيلة؟ ذلك لا يمكن أن نجد في بعض الفلسفات التي تحدثت عن هذا التطور التقني. مثلا نرجع إلى فلسفة هابرماس الذي يفرق ويميز بين ما يسميه بالعقل التداولي وبالعقل التواصلي. Alors la raison institutionnelle qui peut devenir institutionnaliste et la raison communicationnelle. إذن ما الفرق بينها؟ العقل التواصلي هو عقل عند هابرماس، هو عقل يقوم على الحساب. وي كلمة خاتمة أرجو تسمح لي بزاف خاتمة لأن أنا قدرت. به شكرا. إذن في النهاية لن يكون التحدي في أن نجعل الآلات أكثر ذكاء، بل في أن نكون نحن أكثر وعيا بالقيم التي نريد أن تحكم هذا الذكاء، لأن المستقبل لن يكتب بالخوارزميات وحدها بل بالإرادة الإنسانية التي تقف خلفها. فالذكاء الاصطناعي إذن يجبرنا على إعادة بنائها، إنها فرصة للإنسان، لعلها الفرصة الأخيرة لإعادة بنائها. أعتذر لم أقدم شكرا جزيلا للسادة.